document juridique qui le reconnaît. Mais nous savons que nous avons beaucoup d'informels en Afrique. Beaucoup de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs sont des gens qui sont dans l'informel. Quelle peut être la réalité auquel ces derniers sont confrontés? Est-ce que c'est les mêmes enjeux ou ce sont des enjeux différents? Les enjeux sont similaires. En dehors de la reconnaissance purement juridique, les risques plus ou moins sont les mêmes. Maintenant, dans l'informel, c'est peut-être un peu plus exacerbé parce que l'entreprise elle-même n'est pas reconnue déjà parfois comme existante. Ce qui fait que ça corse le sujet. Mais que ce soit un entrepreneur formalisé avec toute la documentation qu'il faut ou que ce soit un entrepreneur de l'informel, chacun a besoin de se soigner, chacun a besoin d'avoir des indemnités de gérance, chacun a besoin de cotiser ou de préparer sa retraite. Chacun a besoin parfois d'aller à la banque faire un prêt en son nom propre. Pour ça, aujourd'hui, si je prends le cas de la banque, souvent, vous allez arriver, on va vous demander votre dernier bulletin de salaire. OK, mais si vous n'en avez pas, vous faites comment? Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe pas grand-chose, puisque souvent, le dossier n'est pas accepté. Et par ailleurs, je dirais que cette question du statut est même un point d'ancrage qui devrait permettre aujourd'hui d'appeler l'informel à mieux se formaliser pour pouvoir justement bénéficier non seulement de ce statut, mais des autres avantages qu'il va pouvoir fournir. Alors, dites à un entrepreneur informel, venez vous formaliser, cotiser chaque mois, je ne sais pas, 5 000 francs, et vous pourrez au moins vous soigner et faire soigner votre famille en cas de besoin, je pense qu'ils seront partants. Ok, bien. Écoutez, on va revenir tout à l'heure pour voir par rapport à ce statut, qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence dans la période que nous traversons? Est-ce qu'il y a un des statuts qui protège plus ou qu'est-ce qu'il doit faire l'entrepreneur? Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ceux qui nous suivent sur le Facebook, YouTube? Quelles sont les pistes que tu peux donner? Quels conseils? Parce que tu es praticien de la chose sur le terrain par rapport à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Ce qu'on peut dire, c'est que, eh bien, tout simplement, je dirais, il faut se mobiliser parce qu'aujourd'hui, il s'agit de faire surtout légiférer sur ce statut. Quand on étudie à travers l'Afrique de l'Ouest, il se trouve que uniquement quasiment la Côte d'Ivoire et le Mali ont une législation et des décrets qui portent sur les cotisations sociales et le statut des travailleurs indépendants. Si l'on veut aujourd'hui renforcer la protection des chefs d'entreprise, leur permettre de mieux participer au développement et à l'apport de valeur ajoutée à leur pays, il faut les rassurer sur cette partie-là et leur enlever, leur enlever cette épée un peu de Damoclès sur leur tête qui constitue la précarité de leur statut, en leur permettant d'avoir donc ce statut, donc légiférer sur ce statut. Et ça, pour ça, il faut que les entrepreneurs eux-mêmes se mobilisent, demandent auprès des autorités des pays respectifs que ce soit fait et poussent auprès, que ce soit des ministères, des assemblées, des conseils économiques et sociaux, des motions, des pétitions peut-être, pour aller vers quelque chose qui puisse les rassurer et les mettre dans un cadre propice à continuer le développement de leur entreprise et le développement, bien sûr, de notre continent tout simplement. Merci Mariam pour ces précisions. Je note que dans ce que tu dis, il y a un plaidoyer à faire. S'il y a que la Côte d'Ivoire, le Mali qui ont légiféré, cela veut dire que dans beaucoup de pays où des dispositions ont été prises par rapport à la pandémie de COVID-19, donc ça peut être un élément à ajouter à ces différentes mesures pour travailler et légiférer sur le statut de l'entrepreneur et être encore plus favorable pour permettre l'entrepreneuriat.
Merci pour ces précisions. Tu ne nous quittes pas, bien entendu, parce qu'on reviendra pour parler. Parler parce que ce que tu invoques nous questionne. Parce que l'entrepreneur est du coup confronté à des risques. Bon, ces risques qui peuvent là venir de son statut, mais des risques d'autres natures aussi, parce que la période du Covid est une période que chacun a découvert et personne n'y était préparé, encore moins les chefs d'entreprise. Comment on gère ces risques-là? Comment on les appréhende? Quelle incidence ont les risques dans le fonctionnement des chefs d'entreprise? Alors, pour nous parler de ça, nous avons un expert. Un expert qui est lui-même praticien, RH, il a été RH, il dirige des structures, il est en contact avec des entreprises, des entrepreneurs, des grands comme des petits. Il n'y a pas de jugement de valeur, donc je parle de la taille des structures. Et donc, il va nous éclairer sur cette notion de risque. Comment l'entrepreneur, dans cette période Covid, appréhende le risque? Comment il le gère? Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Plactor. Patrick Plactor est manager, packaging manager donc de Afrique Church Europe et de Alexander Hughes. Il est à Paris actuellement avec nous. Nous sommes heureux de l'accueillir. Patrick, bonjour. Bonjour. Alors, Patrick, tu as plusieurs choses à ta corde. Une expérience de 25 ans dans le RH, dans le développement des entreprises. Et donc, tu as une vision aussi un peu mondiale parce que tu as fait beaucoup de pays, dont les pays américains. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu mets dans la notion du risque par rapport aux chefs d'entreprise et comment tu qualifies ces risques dans cette période que nous traversons? Bonjour à tous et merci de me passer la parole. Je suis ravi de faire partie de ce panel. Mais avant de répondre à cette question qui porte sur le risque du chef d'entreprise, mon premier questionnement serait de savoir finalement c'est quoi être chef d'entreprise. Lorsqu'on choisit d'être chef d'entreprise, qu'est-ce qu'on choisit de faire? D'abord, la première chose, c'est que lorsqu'on est chef d'entreprise, c'est qu'on a choisi d'entreprendre. Et choisir d'entreprendre, c'est choisir un mode de vie qui est basé sur le risque, par principe. Au-delà des risques exogènes qui peuvent arriver de par le marché, la vie d'un chef d'entreprise, lorsqu'on choisit cela et lorsqu'on choisit de ne pas être salarié, en soi, on choisit de prendre des risques. On prend des risques pour soi, on prend des risques pour sa famille, on prend des risques pour ses salariés et on prend des risques pour sa communauté aussi autour. On voit bien lorsqu'une entreprise ne marche pas, c'est des licenciements et c'est toute la communauté, une communauté qui peut en partir. Alors, moi, je dirais que être chef d'entreprise, d'abord, c'est choisir une vie de risque, une vie risquée. Donc, je pense que le chef d'entreprise doit assumer aussi ça par la suite et ne pas complètement attendre des pouvoirs publics qu'on lui apporte des choses sur un plateau. Je suis d'accord avec Myriam qui a un plaidoyer à faire sur les pays africains où il faut qu'il y ait de la il faut légiférer. Je dirais qu'en parcourant le monde, le problème est le même partout. Les salariés sont souvent très bien protégés selon les pays, plus ou moins, mais le chef d'entreprise indépendant est toujours le laissé pour compte. Donc, il faut avancer dans la progression de la législation dans les pays africains. Je dirais que tout ne viendra pas d'en haut. La deuxième chose, être chef d'entreprise, c'est savoir fixer un cap. C'est définir une vision stratégique de l'entreprise. En fixant le cap, on prend aussi des risques en faisant ça. Être chef d'entreprise, c'est savoir piloter. C'est savoir piloter son organisation et savoir piloter la production de son organisation. En faisant ça, on prend des risques pour soi et on prend des risques pour l'entreprise. Être chef d'entreprise, c'est savoir fédérer ses équipes. C'est savoir motiver ses équipes autour du projet. Et être chef d'entreprise, c'est représenter son entreprise à l'extérieur, auprès de la communauté. Et là aussi, on prend des risques juste en termes de prise de parole. Aujourd'hui, lorsqu'on va sur tout ce qu'on dit est sur les réseaux sociaux. Donc, on a aussi des risques qui sont inhérents rien que sur cette dernière partie qui est la prise de parole d'un chef d'entreprise. Mais en fait, une fois que j'ai dit ça, le chef d'entreprise ne doit pas savoir tout faire. D'où son rôle que certainement les autres panélistes vont décrire un peu plus dans leur intervention tout à l'heure. Il doit savoir s'entourer d'abord. Il doit savoir s'entourer de personnes qui lui apportent ses compétences complémentaires et il doit savoir déléguer. Vous verrez dans ce que je vais dire plus tard que déléguer en période de crise, savoir déléguer en période de crise est primordial. Je prends juste un exemple. Je suis chef d'entreprise et je suis atteint moi-même du Covid ou de la Covid, qu'on dit maintenant.
Je suis hospitalisé et je n'ai pas mis de pouvoir de délégation dans mon entreprise. Comment fait mon comptable pour payer les salariés? Comment on fait pour payer les fournisseurs? Donc, le chef d'entreprise, dans sa gestion quotidienne, doit aussi savoir déléguer en amont avant même que les crises n'interviennent. Donc, être chef d'entreprise, en fait, c'est accepter tout ça déjà. Accepter tous ces risques qui sont inhérents à cette fonction. Et à ce titre-là, je dirais que le chef d'entreprise joue un véritable rôle sociétal au sein de nos communautés parce que son rôle ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise. Son rôle est aussi en dehors de l'entreprise. Le chef d'entreprise, c'est l'homme clé de l'entreprise. Sans lui, l'entreprise ne fonctionne pas. S'il ne prend pas le temps de pérenniser son entreprise, l'entreprise ne fonctionne pas. Je dis le chef d'entreprise ou la femme d'entreprise, je dirais, parce qu'on a beaucoup de femmes qui interviennent et qui sont souvent plus prévoyantes en général, statistiquement que les hommes en termes de gestion d'entreprise. Donc, du chef d'entreprise dépend la bonne marche de l'entreprise. Alors, maintenant, quels sont les risques du métier du chef d'entreprise? Le Mariam a parlé d'un risque, ce qui est le premier risque de couverture sociale, donc le risque de la maladie, tout simplement. Un chef d'entreprise, c'est un homme comme d'autres, il peut tomber malade. Donc, lorsqu'on est chef d'entreprise… Il faudrait pas que les attaques, c'est aussi une femme. Ça peut être une femme aussi. Un homme avec un grand H. Ouais, les femmes préfèrent hommes et femmes. Comme ça, homme et femme, voilà. Donc, c'est un homme ou une femme, mais il peut tomber malade. Donc, il y a le risque de la maladie qui peut frapper, je dirais, ce qu'on appelle l'homme clé. En réponse à ça, les gouvernements n'apportent pas forcément des réponses, mais les assurances privées apportent des réponses, c'est-à-dire des assurances pour l'homme clé. Des assurances pour couvrir la maladie, mais aussi des assurances pour couvrir, en général, l'arrêt maladie de longue durée. On peut s'arrêter une semaine, mais lorsque ça dure, il y a des couvertures assurantielles qui peuvent prendre en charge ça. Donc, il faut y penser. Le chef d'entreprise a un deuxième risque qui ne dépend presque pas de lui, mais dont il peut devenir l'acteur involontaire, c'est un risque de chômage. Si l'entreprise est mal gérée et l'entreprise ferme, il court un risque de chômage parce qu'il n'est pas couvert lui-même en termes de couverture de chômage. Et en Afrique, on le sait bien, il n'y a pas de couverture de chômage dans tous les pays. Et en plus, là, il a une double peine. La première peine, c'est qu'il prend le risque de créer son entreprise et puis de nourrir toute une communauté. Lorsque ça ne marche pas, c'est lui qui se retrouve sur la paille. Donc, il doit prévoir ce double risque et cette double peine qui peut lui tomber dessus à un moment donné. L'autre risque que je vois, c'est le risque en responsabilité civile et en responsabilité pénale. Le chef d'entreprise engage son entreprise et s'engage lui-même. Si on le prévient, par exemple, d'un accident de travail qui survient dans son entreprise et qu'il n'a pas pris les mesures pour régler le problème, il peut être attaqué judiciairement. Donc, il prend aussi un risque judiciaire sur sa personne. Et si on arrive à prouver devant les tribunaux que ce chef d'entreprise a fait une faute personnelle et si la faute est inexcusable, il a une responsabilité pénale. Ça veut dire qu'il peut aller en prison. On n'est pas que sur des amendes. Il peut aller en prison tout simplement parce qu'il n'a pas répondu à ses obligations d'hygiène, de sécurité de ses employés, tout simplement. Donc, il y a un risque pénal qui est sur la tête du chef d'entreprise. Et je dirais le dernier, mais qui n'est pas le moins important, il prend un risque patrimonial. Lorsque j'entreprends, je mets en jeu ma famille, je mets en jeu mes économies. Donc, il prend ce risque patrimonial parce que souvent, je reviens à ce que Myriam a dit tout à l'heure, lorsqu'on choisit dans les pays, le Mali ou la Côte d'Ivoire, où il y a une législation sur le statut du chef d'entreprise, on peut décider d'avoir une entreprise personnelle, unipersonnelle, une SARL, une SA, une SAS, ainsi de suite. En fonction du type d'entreprise qu'on choisit, on porte ou pas le risque. Son patrimoine personnel peut être engagé. Un indépendant en général, lorsqu'il y a législation, notamment au Mali ou en Côte d'Ivoire, lorsque sa société est liquidée et qu'on arrive à prouver qu'il a commis des fautes personnelles en termes de gestion de son entreprise, ses biens peuvent être mis en jeu, donc il peut tout perdre. Donc, voilà les quelques risques que j'identifie et que je vois sur lesquels le chef d'entreprise doit être attentif. Alors, on sait très bien que nul n'est censé ignorer la loi. Le chef d'entreprise, je l'ai dit tout à l'heure, ne peut pas tout savoir, ne peut pas tout connaître, heureusement. Donc, il doit, si je devais donner un premier conseil à nos amis chefs d'entreprise qui nous écoutent,
il doit aussi s'appuyer sur les experts externes, pas forcément internes, les experts externes qui l'entourent. Deux experts qui sont clés dans sa protection, c'est son comptable, son expert comptable. Il doit lui faire confiance, il doit lui demander conseil parce que c'est un sachant. Il peut le protéger. Et deuxième chose, c'est les experts juridiques qui aussi sont là pour le protéger sur ces risques-là. Merci, Patrick. Alors, je voulais dire, est-ce que tu vas faire peur ou est-ce que tu vas donner envie? Parce que si on comprend bien, le chef d'entreprise, soit c'est un homme à risque, un homme en risque, ou un homme gestionnaire ou femme gestionnaire de risque. Et qu'est-ce qui motive? Parce qu'on se dit qu'il faut mobiliser, motiver les gens à entreprendre, mais durant toute la période, c'est des risques, les risques de toute nature, assurantielle, managériale, ainsi de suite. Quelle piste, au-delà des conseils que tu donnes, avoir un expert comptable, avoir un conseil juridique, mais au quotidien, comment donner envie aux gens d'entreprendre malgré tous ces risques? Est-ce qu'il y a autre chose qui peut faire briller les yeux malgré ces risques pour l'entrepreneur? Je dirais l'entrepreneur est un créateur de valeur. C'est son objectif lorsqu'on crée son entreprise, c'est de créer de la valeur. C'est de partir de rien et de créer de la valeur sur la transformation de ce rien-là en quelque chose. Être chef d'entreprise, moi, lorsque j'ai eu mon propre cabinet, ce qui me faisait me lever le matin, c'est de dire que j'ai des salariés, j'ai un certain nombre de salariés qui dépendent aussi de moi et que je permets à un certain nombre de personnes non seulement d'avoir un emploi, mais de faire vivre la communauté. Être chef d'entreprise, c'est de mettre en place, de mettre sur le marché des produits qui apportent quelque chose à sa communauté. Donc, on peut trouver, chaque chef d'entreprise peut trouver des motivations qui lui sont propres, à son expérience, à sa culture, à d'où il vient, ainsi de suite. Je dirais que c'est que du bonheur d'être chef d'entreprise, au-delà des risques. Souvent on me dit pourquoi est-ce qu'on met en place des règles? En fait, je suis un peu rebelle et je dis que les règles, on les met pour ne pas les respecter, en fait. Mais au moins, on sait que les règles existent. Donc, le message que je passe, c'est que le chef d'entreprise, et j'ai employé le terme tout à l'heure, qui était de dire « nul n'est censé ignorer la loi ». On est censé connaître la loi. Mais le chef d'entreprise doit striver, donc lorsque je dis striver, doit savoir utiliser ces lois-là pour son propre bien et pour le bien de ses salariés et le bien de sa communauté. Donc, c'est que du bonheur. Merci beaucoup. En tout cas, on comprend que quand on a la maîtrise, la prévention, la maîtrise de ces risques, on permet à son entreprise donc d'avancer, d'être encore performant. Et ces risques, ce n'est pas pour faire peur, mais c'est d'attirer l'attention. Quand ce n'est pas travaillé, ça peut créer des problèmes. Merci pour cette précision, puisque le ou la chef d'entreprise est une personne donc confrontée à beaucoup de choses au quotidien. Ces risques existent au quotidien, mais elle ou il doit être en même temps un acteur qui porte la vision de son structure, un acteur engagé, un acteur qui permet de mettre, je dirais, de l'huile entre les rouages. Donc, comment faire fonctionner les hommes et les femmes qui sont au sein de son organisation? Et ça touche une question fondamentale que tout entrepreneur doit travailler, c'est la question managériale. Comment j'incarne ma structure? Comment, au-delà de tous les risques, de tous les enjeux, je dois faire en sorte que les femmes et les hommes qui travaillent au sein de mon organisation soient performants et rendent le travail pour lequel je les paye. Alors, pour nous entretenir autour de ça, nous sommes partis chercher une chef d'entreprise. Une chef d'entreprise. C'est pour ça que tu insistais tout à l'heure. Voilà. Qui va se négliger parce qu'on ne va pas, voilà, donc il faut éviter les problèmes. Donc, une chef d'entreprise, elle est fondatrice de Talent Awake. Et c'est une femme de vision, engagée. Elle est spécialisée dans l'accompagnement des décideurs, dans les stratégies à haute valeur ajoutée. Elle connaît le monde de l'entreprise, elle est elle-même praticienne manager. Et aujourd'hui, j'ai envie donc de dire d'abord bienvenue à Léocadie et Bakassi. Merci, Kag. Merci d'être avec nous pour nous éclairer sur ton expérience, ton expertise et aussi l'expertise dont tu as été nourri par rapport donc à ta vision du monde et des entrepreneurs avec lesquels tu es en interaction. Quelle est la place aujourd'hui du rôle du manager dans cette période que nous traversons? Est-ce que tu peux nous éclairer sur comment le dirigeant est amené à travailler sur lui-même d'abord,
et pouvoir être un acteur qui mobilise l'ensemble de l'écosystème avec lequel il travaille. Merci Kag et merci pour cette invitation. Je reviens sur ce que mes pairs ont dit. Effectivement, Patrick a dressé un portrait de l'homme orchestre finalement, parce que j'ai une idée, je veux lui donner corps et je m'entoure de personnes qui me permettent de le faire. Ça marche dans un contexte où, entre guillemets, l'ensemble des risques sont, entre guillemets, maîtrisés. Dans un contexte comme celui que vivent beaucoup de chefs d'entreprise et que nous vivons tous, qui est celui de la Covid, ça appelle à d'autres ressorts. Et ces autres ressorts sont souvent traités et travaillés avec le chef d'entreprise sous forme d'accompagnement, notamment du coaching. Pourquoi? Parce que le chef d'entreprise doit être amené à travailler sur lui-même, justement pour être dans une anticipation, dans une forme d'expression, dans une forme de connexion à sa vision. Il incarne le message de son entreprise. Il l'incarne auprès de ses collaborateurs, il l'incarne auprès de ses fournisseurs, il l'incarne auprès des personnes qui sont en affaires avec lui. Et pour ce faire et passer des périodes qui sont aussi complexes et chaotiques que celle-ci, son premier travail, au-delà de la maîtrise des risques qu'ont évoqué Patrick et au-delà des éléments de protection juridique qu'ont évoqué Mariem, c'est déjà d'être en capacité lui-même, j'allais dire en tant qu'individu, à faire face à ces difficultés-là. Et donc, ce qu'on propose aux chefs d'entreprise, et ça fait partie des accompagnements qu'on met en avant actuellement, c'est déjà de savoir si l'individu, en lui enlevant sa casquette d'entrepreneur, en lui enlevant sa casquette de décideur, a les moyens émotionnels, relationnels, en termes d'appui pour faire face à une période qui est aussi complexe que celle dans laquelle nous nous retrouvons actuellement. Donc, ce chef d'entreprise, il va travailler essentiellement sur son état d'esprit. Mais l'état d'esprit, c'est quelque chose qui s'acquiert au même titre que la technicité, au même titre que les niveaux de connaissances juridiques. Très tôt, à mon sens, et c'est le conseil que je donne très souvent à un entrepreneur, c'est de se dire, il n'y a pas que la boîte à outils, il y a aussi l'état dans lequel je vais être pour accompagner les personnes qui, au fil de l'eau, au fil de mon développement, seront mes futurs collaborateurs. On parlait tout à l'heure, tu disais, Kak, dans ta présentation, l'entrepreneur, c'est aussi et avant tout un manager. C'est quelqu'un qui va faire un développement de compétences de ses collaborateurs, mais aussi le développement des compétences de ce qui va être un peu son board, de ce qui va être son comité exécutif, de ce qui va être son comité stratégique. Et si très tôt, il s'enferme dans simplement la prise de décision et la mise en place opérationnelle, quelque part, il descend de l'espace qui est le sien, pour être que dans de l'opérationnel. Donc, il perd la vision de son entreprise. Et s'il perd la vision de son entreprise et s'il perd la capacité à l'accompagner, à la faire évoluer, ce n'est pas les collaborateurs qui vont le faire. Donc, c'est un premier point concret qui peut être accompagné et sur lequel peut être suivi un chef d'entreprise, un dirigeant. L'autre élément, c'est donner cette vision. Alors, Patrick évoquait tout à l'heure la notion de rôle sociétal. Le dirigeant, à partir du moment où il développe une activité, va avoir une influence sur un secteur, va avoir une influence sur une activité. Donc, il va communiquer. Donc, il va falloir aussi le préparer à communiquer. Alors, il y a tout l'aspect qui peut être un accompagnement de type média training s'il s'adresse à la presse, mais il y a aussi un accompagnement en interne sur la façon dont il va passer ses messages à ses collaborateurs pour les garder fédérés, pour les garder mobilisés, pour les garder aussi développer chez eux cette notion de force de proposition, parce qu'il ne peut pas être un homme orchestre. Il est sur sa vision, il est sur la capacité à développer les marchés, il est sur sa capacité à faire en sorte qu'il y ait une adhésion à sa vision et à son projet. Et en même temps, il a aussi besoin de pouvoir continuer à accompagner de façon individuelle ceux qui composent son board. Et le troisième point que je donnerais, c'est aussi également, pour lui, dans le cadre de son développement personnel et de son développement individuel, c'est de s'entourer de pairs, mais de pairs qui le font grandir dans le partage d'expériences, dans des retours d'expérience, dans des cas de secteurs sur lesquels il se développe. Et il peut passer par des masterminds, il peut passer par des accompagnements plus spécifiques qui seront aussi conjoncturels et structurels, mais aussi fonction du contexte dans lequel il développe son activité. Léocadie, merci pour cette précision. Je voulais te dire, mais oui, mais tout ça, c'est bien, Léocadie. Ça se fait depuis. C'est ce qu'un chef d'entreprise doit faire, une chef d'entreprise doit faire au quotidien. Parce que tout ce que tu décris là, il faut le faire quand on est chef d'entreprise. Mais là, dans cette période de la COVID, est-ce qu'il y a une particularité
Comment évolue le management aujourd'hui? Comment évolue la relation quand tu parles d'état d'esprit? Comment le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise se construit aujourd'hui pour travailler cette période-là? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'on devient plus agile? Est-ce qu'on a un système beaucoup plus délégataire? Comment on gère tout ça? Et comment tu peux nous éclairer par rapport au regard qui est le tien? Absolument. Alors effectivement, la Covid a été pour moi une grande donneuse de leçons et ce n'est pas encore terminé, mais ça a permis aux dirigeants et en tout cas aux décideurs qui n'utilisaient pas l'anticipation en termes de relations humaines, se sont retrouvés un peu collés à des notions comptables, à des notions juridiques et n'ont pas fait attention aux personnes qu'ils accompagnaient. Donc aujourd'hui, au niveau de l'évolution du management, beaucoup se retrouvent dans une situation qui est chaotique. Beaucoup d'entreprises ont décidé soit de mettre leurs collaborateurs sur du chômage partiel, sur du chômage total, ce qui était, entre guillemets, historiquement des choses qu'ils n'avaient pas à traiter. Ils se retrouvent avec des collaborateurs, par exemple, qu'ils réintègrent dans des équipes qui ont été frappées et marquées par cette période de Covid, parce qu'ils ont dû apprendre à travailler. Alors, pour moi, ce n'est pas du télétravail au sens noble du terme, mais c'est quand même se retrouver, entre guillemets, enfermé chez soi à gérer un ensemble de problématiques qui ne sont pas adressées en temps normal, donc ce qui contribue à avoir une certaine charge mentale et qui amène donc le manager à basculer d'une position peut-être de simplement visionnaire, d'accompagnateur, à une vision de manager qu'on appellerait entre guillemets manager coach. Pourquoi? Parce qu'il est censé avoir une communication et un rapprochement au niveau de ses collaborateurs pour être certain qu'ils sont toujours engagés avec lui au même niveau et qu'ils ont toujours la volonté de poursuivre malgré un contexte qui est complètement incertain. Donc, il développe des nouvelles capacités managériales agiles. Il apprend à travailler de manière beaucoup plus anticipative parce que finalement, il travaille au jour le jour, voire à la semaine, pour pouvoir faire en sorte de conserver ses collaborateurs fédérés. Donc, il est sur un management dispersé, avec des collaborateurs dispersés, à distance, dans la complexité. Donc, ça l'amène forcément à avoir une nouvelle forme de communication, de trouver des processus managériaux sur ses rituels managériaux, c'est-à-dire ses réunions, ses briefs équipes, et puis la manière de communiquer et d'interagir avec ses fournisseurs qui est très novatrice. Et les dirigeants, en tout cas les entreprises qui passeront ce cap-là, seront celles qui auront à leur tête à la fois un dirigeant, mais également à la fois des équipes qui auront fait preuve d'une très grande agilité en travaillant sur les notions d'engagement, sur les notions de lien, sur les notions d'anticipation et d'observation, sur des cas extrêmement concrets pour les mener à terme. Donc, ça renouvelle les processus de management. Ok, merci beaucoup pour cette précision. On y reviendra dans les échanges parce que si on entend tout ça, c'est dire que malgré la période que nous traversons, le manager doit progresser. Il doit rester performant, efficace, avoir une méthode agile et faire en sorte que la rentabilité soit au rendez-vous. Donc, merci en tout cas, Léocadie. Et on n'a pas fini puisqu'on reviendra dans les questions et réponses. Mais en même temps, ton intervention m'amène à creuser davantage sur ce rôle de la performance managériale. Pourquoi le manager doit être performant? Performant pour quoi faire? Performant pour gagner des marchés? Performant pour croître la taille de son entreprise? Performant pour passer d'une petite structure à une grande structure? Donc, il est important aussi de voir que la période de la COVID, en fonction de la manière dont on la prend, peut être une opportunité. Alors, pour nous éclairer sur ça, j'ai envie de donner la parole à un autre expert qui est d'abord avocat, juriste, parce que voilà, c'est son métier d'origine, mais responsable d'une structure, j'y viendrai, qui forme les entreprises, accompagne les entreprises sur les questions RH, donc les questions management, il connaît, des entreprises de petite, de grande taille. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir donc comme prochain panéliste Alioune Camara qui nous vient depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour Alioune. Bonjour Kag. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai envie de t'entendre par rapport à toute l'expérience que tu as dans plusieurs pays d'Europe, d'Afrique, et sur cette question managériale. Comment un chef d'entreprise dans cette période-là peut œuvrer sur sa performance et se dire que moi, je peux faire passer par exemple ma PME, ma TPE de cette taille à cette autre taille. Au moment où les gens disent attention, il y a un risque, la Covid a tout chamboulé, moi je dis que je peux. Qu'est-ce que tu peux nous donner par rapport à l'expérience que tu as et les éléments que tu peux donner pour éclairer ceux qui nous écoutent? Oui, merci Kag. Moi, je dirais que cette crise, en fait, a redéfini les cartes. Et celui qui les a bien lues en tant qu'entrepreneur
pourra le mieux s'en sortir. En l'occurrence, les standards tels qu'on les entendait avant la Covid de performance ont été complètement chamboulés. Aujourd'hui, selon moi, le technique reste toujours important parce qu'au bout du compte, il faut faire les choses. Mais aujourd'hui, les compétences soft skills, comme ils disent en anglais, les compétences dites douces, ont pris le dessus. Un chef d'entreprise qui est davantage sensible à ça, peu importe la taille de l'entreprise, va pouvoir, je pense, mieux manœuvrer cette crise qu'un autre. Pourquoi? Parce que cette crise, véritablement, a mis en exergue le fait que j'ai l'habitude d'être un employé qui est au bureau. Soudainement, je suis complètement projeté dans un autre monde, le monde de mon chez-moi, au quotidien, avec tout ce que ça comporte comme contrainte de s'occuper des enfants et en même temps de travailler. Ici, ce n'est plus les compétences techniques elles sont toujours aussi importantes, mais c'est surtout la capacité de gérer le changement, la capacité de résilience, la capacité à gérer beaucoup plus de choses en un temps plus court, qui au moins reste le même. Donc, en tant que manager, en tant qu'également salarié, les cartes ont été complètement rebattues. On est dans une logique de quelles sont mes forces intrinsèques pour pouvoir traverser cette crise et comment je vais pouvoir m'y habituer, m'y adapter. Et j'ai envie de voir, en fait, moi, j'ai constaté 3 types de compétences qui font la différence. Les compétences humaines d'abord. Des compétences humaines, et c'est ça qui, pour moi, est le plus important. Le recrutement aujourd'hui, sachant qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, le recrutement aujourd'hui, je pense, doit davantage être axé sur les soft skills, comme je le disais auparavant. Et donc, les compétences humaines, on parle de solidarité, on parle de sérénité. C'est vraiment quelque chose à cultiver au sein des entreprises, l'entrepreneur comme les salariés. Ici, je parle vraiment de l'interaction entre les employeurs et les salariés qui doivent être beaucoup plus axés sur la solidarité, sur la sérénité. Sérénité, je parle de quelque chose de très concret. Quand on a bien… en fait, je pense en particulier au Business Continuity Plan. Ce genre de démarche prise par les entrepreneurs, après, bon, en fonction de la taille de l'entreprise, ça varie. On ne va pas parler de Business Continuity Plan, mais on va parler de forte capacité d'anticipation. Et ça, peu importe l'entreprise aujourd'hui. Qu'on soit une TPE, une PME, une grande entreprise, on est appelé à anticiper davantage, anticiper mieux. Et donc, dans la sérénité. Sérénité, pourquoi? Parce qu'au final, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Bien malin celui qui saura le dire. Donc, en l'occurrence, gérer dans la sérénité, en prévoyant, en anticipant mieux, en mettant l'individu en avant. Inutile de mettre la pression, en tout cas, ça ne pourra plus être fait comme avant. Mettre la pression sur ces équipes comme avant, c'est plus possible. Là, il va falloir davantage prendre en considération la réalité de chaque salarié. Parce que finalement, avec le télétravail, pour les entreprises qui sont concernées, le privé s'est invité dans la sphère professionnelle. Donc ça, c'est à prendre en considération. Et si les entrepreneurs ne le prennent pas en considération, les salariés ne manqueront pas de le rappeler aux entrepreneurs. Donc, la dimension humaine, par la sérénité, par la solidarité. Solidarité où on va davantage renforcer tous les programmes de santé au sein de l'entreprise. Celles qui n'en avaient pas vont devoir en avoir. Elles vont devoir être beaucoup plus préventives. Au moment du recrutement, par exemple, ça peut être de noter tous les problèmes de santé que peut connaître un salarié et mieux anticiper.
Et peut-être de là, avec toutes ces données, tirer des statistiques qui permettront de se dire que voilà, j'ai recruté quelqu'un qui a tel problème de santé. Voici comment la procédure pour pouvoir s'assurer que cette personne-là, avec ces problèmes de santé-là, performe de la meilleure des manières. Et après, on rentre peut-être dans du cas par cas, mais en tout cas, clairement, ça doit être davantage pris en considération. Donc, au final, c'est par des choses et des démarches concrètes qu'on prend en considération davantage l'humain. Donc, compétences humaines du chef d'entreprise, mais le chef d'entreprise n'est chef d'entreprise que s'il a des salariés, et ces salariés, pour qu'il les motive et qu'il les garde engagés, en fait, c'est un travail, c'est un contrat entre les uns et les autres, les entrepreneurs et les employeurs, entrepreneurs et les salariés. Donc, l'un n'existe pas sans l'autre. Compétences après d'ordre managérial. Et là, vraiment, les managers doivent se réinventer complètement. Parce que concrètement, l'environnement est complètement différent. Il est complexe. Les problématiques sont des problématiques qu'on n'a jamais rencontrées auparavant. Je pense, moi, franchement, étant avocat de formation, je repensais aux clauses de force majeure. C'est dans aucune clause de force majeure, en tout cas, rares sont-elles, où on voyait une clause de force majeure qui prévoyait une chose telle que la Covid. C'était juste imprévisible. Mais maintenant, il va falloir mieux l'anticiper. Et compte tenu des conséquences imprévisibles de la maladie elle-même, il devient complexe d'anticiper. Donc, complexité, ça c'est une autre chose sur laquelle les managers devront travailler. L'aspect imprévisible et donc flou de l'avenir. L'avenir, par définition, n'est pas prévisible. On peut l'anticiper, on peut éventuellement deviner certaines de ces manifestations, mais impossible de le prévoir. Là, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Donc, je me demande même parfois ce qu'il va en être de la pertinence d'un business plan, de stratégie, sachant qu'à tout moment, ça peut être remis en question. Et donc, les compétences techniques aussi. Les compétences techniques qui, bien sûr, relèvent du digital. Quelle que soit encore une fois la taille de l'entreprise, elle doit regarder le digital. Donc ça sous-entend que quand on est un chef d'entreprise avec une petite équipe, qu'on est peut-être réfractaire aux nouvelles technologies, qu'on s'y plonge complètement. Il n'y a pas le choix. Il n'y a juste pas le choix. Donc, c'est aussi une capacité. Vous voyez, quand je parle de compétences techniques, pour pouvoir acquérir les nouvelles compétences techniques qu'on va nous demander d'acquérir avec les nouvelles technologies, il faut avoir une grande capacité de réforme de soi. Donc, au final, on en revient toujours à ces soft skills. C'est ça qui va faire la différence demain. On pourra tous avoir des logiciels super performants, intelligence artificielle, etc. Mais si on n'a pas cette capacité de réforme de soi et réforme de soi régulière, parce que les nouvelles technologies évoluent régulièrement, on sera vite perdu. Compétences techniques, donc, maîtrise davantage du digital, mais la maîtrise du digital avec des intentions louables, avec l'éthique, un côté responsable, un côté engagement durable. C'est ça aussi qui va faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde beaucoup plus conscient. On le voit partout dans le monde, sur tous les continents. Les peuples se lèvent. Les peuples, c'est des gens qui travaillent dans des entreprises. Ils vont aussi se lever dans les entreprises. Donc, concrètement, il faut… et je pense que de plus en plus de gens n'hésiteront pas à dénoncer le blâmable. Ils n'hésiteront pas. Parce que justement, il y a cette ferveur globale qui encourage les uns et les autres à dénoncer et à faire mieux les choses. Parce que, après, on entend tout ce qu'on entend là sur les origines de cette maladie, mais certains
ont mis en avant qu'elle avait une origine humaine, manipulation humaine. Donc, voilà, on dénonce. Oui. Donc, concrètement, voilà, utiliser le digital, mais pour mieux faire les choses. Et qui dit utiliser le digital dit, encore une fois, promouvoir au sein des entreprises, dans les équipes, à travers les différentes structures, à travers les programmes de formation, eh bien, les compétences d'innovation et de créativité. Okay. On n'a jamais été autant exposé à trouver de nouvelles solutions, à innover, à se détacher des solutions du passé. Bien. Donc, ouais, voilà. Oui. Merci Alioune. Merci parce que tu as dit beaucoup de choses par rapport à ton propos, les compétences humaines qui sont au cœur du rôle de l'entrepreneur aujourd'hui, mais en même temps, tu l'invites à travailler sur le projet humain qui t'a revisité pour ceux qui l'ont leur RSE, la responsabilité sociale des entreprises, hein, et pour intégrer cette dimension sur les questions de santé, sociétale, ainsi de suite. Tu parles aussi de compétences managériales qui rejoint les aspects développés également par Léo Kadi. Tu parles de compétences techniques avec l'obligation ou l'intrusion du digital dans la vie de beaucoup d'entreprises hein, qui n'ont pas pensé peut-être à ça avant, mais aujourd'hui, c'est une nécessité, mais avec cette dimension éthique. Et bien sûr, un des éléments qui est important à voir, c'est la gestion de l'incertitude. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est certain, sans rentrer dans les théories complotistes et autres, voilà, d'où vient l'origine de la COVID. Mais il y a lieu de dire qu'il y a une zone d'incertitude, ce qui oblige à développer des solutions innovationnelles. Donc, il faut innover et anticiper. Alors, innover, anticiper, en attendant de prendre des questions, je voulais dire justement dans cette période-là, comment un chef d'entreprise, une chef d'entreprise peut, en toute sérénité, continuer à recruter. Alors, pour ça, je veux relancer Patrick Plactor parce que c'est une de ses spécialités, notamment avec AfriqueCharge, nous dire aujourd'hui quels sont les enjeux du recrutement pendant que nous allons commencer à regarder s'il y a des questions par rapport à nos différents partenaires, participants qui nous suivent aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Donc, Patrick, je te laisse la parole pour que tu nous situes aujourd'hui sur les enjeux du recrutement et le risque que peuvent prendre certains chefs d'entreprise aujourd'hui. Mon propos va rejoindre le propos du précédent panéliste sur le fait que le monde change et la COVID accélère ces changements dans lesquels on est dans les entreprises. Et ça veut dire qu'on parle aujourd'hui, on parle de compétences, de skills, de soft skills, de nouvelles compétences à développer. Je dirais que dans un premier, avant d'aller sur le recrutement, il faut d'abord voir dans les entreprises ce qu'on peut changer, comment est-ce qu'on peut amener les salariés, les chefs d'entreprise déjà, et ensuite les salariés à évoluer vers de nouvelles compétences. Aller vers de nouvelles compétences qui sont plus les compétences de soft skills. Avant, lorsqu'on recrutait, effectivement, on était sur la partie immergée de l'iceberg. Lorsque je recrute en général, lorsqu'on parle de soft skills, je prends l'exemple d'un iceberg. Sur un iceberg, je dirais plus des 3/4 de la glace, on ne le voit pas. Ce qu'on voit, c'est ce qui est à peine le tiers. Ce tiers-là, c'est ce que moi j'appelle souvent les hard skills. C'est ce qu'on voit sur le CV. C'est ce qui est visible sur le candidat qu'on va recevoir. Par contre, les soft skills, c'est ce qui est complètement caché. Donc, si je reviens à la question sur le recrutement, il est important pour les chefs d'entreprise, chacun, les soft skills, on peut en définir pour chaque entreprise. Chaque entreprise peut avoir ses propres skills qui sont adaptés à l'entreprise en fonction de la culture d'entreprise, tout simplement. Donc, le travail que nous, on fait aujourd'hui en termes de recrutement, lorsqu'on fait les définitions de fonctions actuellement, on aide aussi les entreprises à définir les soft skills qui sont associés à la fonction et aussi on aide l'entreprise à définir de façon globale les soft skills, je dirais globaux, qui permettront à la personne, lorsqu'il rentre dans l'entreprise, de s'intégrer à l'entreprise. Il y a le métier de l'entreprise et puis il y a la culture de l'entreprise. Donc, jusque-là, on n'allait pas aussi dans ce détail-là. On prenait la job description qui parle beaucoup de l'aspect technique et l'aspect hard. Mais aujourd'hui, on va jusqu'à définir les soft skills qui sont associés à chaque fonction, à chaque métier, à la job description. Ça, c'est ce qu'on fait en amont. Après, sur les recrutements, le marché du recrutement, si je veux aller sur ce terrain-là, il est dur en ce moment.
Je dirais, on est dans un monde qui est, mes collègues connaissent bien le terme, qui est très VUCA, hein, qui est vulnérable, ambigu, incertain et tout ce qu'on peut entendre comme acronyme. Donc, le chef d'entreprise doit être très prudent hein, dans ses plans de recrutement. Et je dirais que dans un premier temps, il doit essayer de développer, de voir les nouveaux métiers qui émergent, parce que la capacité de résilience qu'on lui demande aujourd'hui, c'est de repenser ses outils de production, c'est de repenser son activité, c'est de repenser comment il se redéploie. Donc, lorsqu'on se redéploie, les gens qui travaillent, c'est les salariés. Donc, avant même d'aller chercher à recruter, je suis recruteur, je le dis et je le conseille aux chefs d'entreprise, c'est d'abord voir en interne les nouveaux métiers qui arrivent et les métiers qu'on peut changer, des gens qui sont en interne, qu'on peut changer, qu'on peut former pour aller sur des nouveaux métiers de l'entreprise qui elle-même change aussi d'orientation à cause de la Covid. Donc, le marché du recrutement est dur, non seulement pour les candidats, parce que les entreprises recrutent moins. Ce que je pourrais dire, on est en train de faire un sondage qui va sortir prochainement sur ce marché-là en Afrique. Je dirais que ce marché, l'Afrique ne s'est pas complètement arrêtée par rapport à ce qu'on peut vivre en Europe. En Europe, il y a eu un confinement général et global. Donc, le marché du recrutement est très atone, très ralenti et on a de moins en moins de missions. Par contre, en Afrique, l'Afrique a tellement de besoins en termes de compétences. N'oubliez pas, hein, 1,2 milliard aujourd'hui, 2,4 milliards dans 30 ans. Donc, ça ne va pas s'arrêter. On aura besoin de recruter pour l'Afrique. Les pays africains sont en train de continuer à se développer. Les multinationales ont beaucoup d'appétence. Donc, il y a la guerre des talents sur le marché africain. Donc, je dirais, ceux qui sont bons, ceux qui ont fait de bonnes études et ceux qui ont fait des filières techniques, là où on manque de compétences en Afrique, et c'est un peu la copie qu'on a de la France ou de l'Europe, c'est qu'on va trouver des super bac plus 4, bac plus 5, pas de problème, il y a pléthore. Mais là où l'Afrique a un manque et un besoin, je dirais, c'est le milieu, hein, les bacs plus 2, bac plus 3, les techniciens, les jeunes qui vont parfois aller dans des usines qui nous manquent et qu'on est en train de construire partout en Afrique, les contremaîtres, les gens qui vont aller sur le travail très opérationnel. Donc, on a besoin aujourd'hui de créer, de former ces jeunes-là parce que le travail ne manque pas en Afrique. Donc, je ne suis pas du tout pessimiste sur le recrutement en Afrique, je suis plutôt optimiste. On a beaucoup de missions et je dirige le cabinet Afrique Search Alexander Hughes à Paris. Lorsque je compare les missions, j'ai plus signé de missions pendant le confinement pour l'Afrique. J'ai plus travaillé pour l'Afrique pendant cette période de confinement que je ne l'avais fait avant le confinement. D'accord. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour vous, hein. Tant mieux pour les entreprises aussi et les personnes recrutées. Complètement. Non, c'est un vrai message d'espoir que je porte là, qui est de dire que l'Afrique ne s'est pas arrêtée. Que malgré la COVID, il y a de l'espoir et qu'il y a des choses qui continuent à se faire. Voilà. Alors, dans l'espoir, je voulais poser la question à Mariam Fall. Mariam Fall, tu es également expert comptable. Et je pense que c'est Patrick qui disait tout à l'heure qu'il faut avoir des conseillers pour aider les entreprises. Des conseillers sur le plan de l'expertise comptable et sur le plan juridique. Je voulais dire, est-ce qu'il faut être une entreprise hyper riche pour avoir les services d'un expert comptable ou n'importe quelle entreprise peut se payer les services d'un expert comptable? Ça, c'est toujours la question à $1 million, CAG. Systématiquement, s'adresse aux experts comptables. Non, mais les experts comptables, aujourd'hui, ont vocation à accompagner toutes les entreprises. Et à tout niveau, ça devient d'ailleurs une nécessité, vu la complexité qu'acquiert tout ce qui est législation, aussi bien au niveau des référentiels comptables que fiscaux ou sociaux ou autres. Et aujourd'hui, il faut aussi prendre en compte le fait que l'expert comptable ne se limite pas à faire, comme on dit souvent, de la comptabilité, mais c'est un conseiller du chef d'entreprise. Et donc, il doit pouvoir aider le chef d'entreprise à piloter l'entreprise, à piloter sa stratégie, à piloter ses finances et même à piloter et coacher ses équipes. Donc, non, il n'y a pas besoin d'être immensément riche pour
travailler avec un expert comptable, je pense qu'on doit pouvoir, notamment dans nos pays, trouver des experts pour chaque type d'entreprise. Maintenant, la question surtout, c'est est-ce que l'entreprise a le niveau de maturité requis pour être accompagnée également? Parce que souvent, la difficulté que l'on voit, c'est que l'expert peut être là, mais parfois, l'organisation ou la manière de faire également de l'entreprise n'a pas parfois atteint un certain degré de maturité du fait de problématiques organisationnelles ou effectivement financières qui rendent difficile cet accompagnement. Mais les possibilités sont extrêmement ouvertes. Merci pour ces précisions. Alors, Léo Kadi, durant cette période de la COVID, comment les chefs d'entreprise peuvent s'organiser pour continuer à se former? Parce que la formation en présentiel est délicate, donc Ali nous parlait de digital, mais est-ce que c'est les mêmes valeurs ajoutées? Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Quels conseils tu donnes aux chefs d'entreprise pour continuer à se perfectionner dans cette approche managériale qui n'est pas une science exacte, parce qu'on devient manager en pratiquant au quotidien. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme astuce? Alors, en termes d'astuces, je rejoins effectivement ce que disait Alioune, hein, le digital. Beaucoup d'entreprises de formation pure qui étaient à 100% en présentiel ont dû basculer sur une notion, enfin, ils ont dû pivoter leur activité. Et là, on se retrouve sur deux problématiques. C'est qu'un formateur en présentiel n'a pas les mêmes aptitudes que celles qu'il pourrait utiliser en ligne. Et forcément, ça appelle une autre interrogation, c'est comment capter l'attention de ces personnes qui sont dans une espèce de réunionnite aiguë en longueur de journée et intégrer dans ces moments-là des temps d'apprentissage, des temps de formation, des temps de réflexion. Donc, pour répondre aux questions que se posent les dirigeants à ces sujets-là, ce qui a été proposé, en tout cas ce que nous, on a proposé pendant toute la période sur la région parisienne et à Paris, on a été enfermés pendant un certain temps, 55 jours. Donc, il a fallu pendant cette période-là continuer à développer justement ces compétences techniques, ces compétences relationnelles et donc passer par des formats qui soient beaucoup plus courts. On était sur des formats de 45 minutes, des formats d'1h15, au cours desquels l'idée, c'était quand même de garder les différents intervenants, en tout cas les différents accompagnés, entre guillemets, actifs. Et donc, ça amène à trouver des éléments technologiques où on développe l'interactivité, on développe la créativité, ce qu'évoquait Alioune tantôt, cette créativité, cette capacité à partager, cette capacité à utiliser le verbe différemment, parce que c'est vrai que dans une salle de formation, quand les gens sont formés pendant 7 heures, ils peuvent avoir des temps, entre guillemets, de passivité, parce qu'ils sont réceptifs aux messages, parce qu'ils sont réceptifs aux éléments et aux contenus qui leur sont communiqués. Aujourd'hui, il faut tenir compte de la charge mentale dans laquelle sont les formés, justement. Il faut tenir compte de la charge mentale parce qu'ils ont énormément de sujets sur lesquels ils doivent apporter des éléments de réponse très rapidement. Donc, les temps de formation ou les temps de réflexion doivent être extrêmement fins, précis sur un sujet, sur un timing court et sur lequel on a un maximum de temps d'échange. Et ce qui sera transféré en termes de contenu peut l'être soit parce que la thématique du sujet va être sur ma posture, par exemple, dans une prise de parole avec une équipe en crise. Donc, c'est très, très précis. Et là, on amène à la fois des éléments techniques et l'idéal, c'est de faire aussi un training en direct. Même si le temps est court, grâce au training, on peut avoir déjà une idée un peu du niveau des acquis et en même temps du niveau de ce que la personne va reproduire sur le terrain. Donc, ce sont des solutions courtes, concrètes, précises sur des sujets terrain, parce que là, on est dans un contexte où il faut apporter des éléments de réponse rapidement, qui ont été préconisés pendant toute cette période-là. Merci Léo Kadi. Alors, nous venons de passer à peu près 1 heure pour échanger sur un sujet d'actualité, un sujet qui concerne beaucoup d'acteurs, statut du chef d'entreprise et cette notion du management. Quels sont les enjeux aujourd'hui, les défis auxquels sont confrontés les différents chefs d'entreprise dans cette période que nous traversons? Ce sont des questions importantes que vous avez essayé donc d'aborder avec différents angles. On parle par exemple, donc Mariam qui nous parle du statut du chef d'entreprise, qui est salarié ou qui n'est pas salarié, mais avec les conséquences et la nécessité d'être accompagné par des conseillers aussi juridiques ou des experts comptables aussi pour pouvoir donc continuer à progresser.
la notion du risque qui est inhérente au rôle de l'entrepreneur, parce que quand on décide de créer une entreprise, c'est déjà un risque qu'on prend, personnel, patrimonial, et aujourd'hui, avec la période COVID, on voit qu'il y a plusieurs types de risques. L'idée, c'est de ne pas faire peur, mais de prendre conscience de tous ces risques et de voir les mécanismes pour les prévenir et mieux les gérer pour continuer à progresser. Et aussi dans cette notion managériale, avec ce que Léocadie nous ramenait, l'état d'esprit du chef d'entreprise, qui rejoint un développement de Alioune, la partie de l'humain. Le chef d'entreprise, il est un humain, ou la chef d'entreprise, un humain, qui travaille sur sa manière d'être, qui travaille sur un projet humain, et en même temps qui rejoint ce que disait Alioune tout à l'heure dans le développement des capacités, pour faire en sorte que sa structure passe d'un point A à un point B, des capacités ou des compétences managériales, humaines, des compétences techniques qui ramènent le digital au cœur des enjeux. Alors, après cette heure d'échange, je vais vous demander, dans des mots conclusifs, de nous dire un ou deux points sur lesquels vous pensez que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qu'ils soient déjà chefs d'entreprise ou juste des salariés, des étudiants et des gens qui veulent entreprendre, quels sont les conseils en 2 points sur lesquels vous pouvez donc les outiller? Et je voudrais commencer par Alioune, mais là, par contre, sans lui laisser peut-être la liberté de choisir, mais pour qu'il nous donne une ou deux clés sur justement comment être performant sur le plan commercial durant cette période de la COVID, parce que c'est une de vos compétences, le chef d'entreprise en traversant la période de la COVID. Peut-être qu'il n'y a plus assez de fournisseurs. Tu parlais de l'incertitude, du risque aussi, mais comment être performant sur les pratiques commerciales à travers cette période. 2 minutes de conclusion et on passe aux autres, s'il te plaît. Le micro, pardon. Le micro. Oui, je disais que du point de vue commercial, moi je pense que il faut souvent en fait dans la relation commerciale, celui qui vend quelque chose s'attache au produit qu'il vend. Aujourd'hui, tout le monde a été touché par cette crise. Celui qui achète est beaucoup plus regardant sur encore une fois, l'éthique, si les choses ont été bien faites, parce qu'il veut se préserver lui-même. Donc, dans la relation commerciale, celui qui vend ne vend plus un simple produit, mais il doit davantage faire attention à ce qu'il vend et ce qu'il y a derrière, le bénéfice qu'il y a pour l'acheteur. Pour être très concret, c'est ce que je dirais. De toute façon, les relations humaines ont été complètement redéfinies. Donc, chaque secteur va être touché. Pour ce qui est du commercial, là, je pense que les consommateurs vont être beaucoup plus exigeants. Consommateurs, c'est les salariés, c'est les entrepreneurs. Nous sommes tous des consommateurs. Et on est entré dans une période, dans une ère où il va falloir vraiment se poser la question de pourquoi on fait ce qu'on fait. En tant qu'entreprise, pourquoi est-ce que je fais ça? Et si la réponse au pourquoi ne répond pas à un fort degré de responsabilité, d'éthique, on risque de perdre beaucoup de parts de marché. Merci Alioune. Léocadie. Léocadie, merci de nous avoir entretenus dans cette vision et la notion d'état d'esprit qui est importante à toute entreprise. Quels sont les 2 points sur lesquels tu voudrais insister auprès de notre auditoire? Je voudrais insister sur 2 points clés. C'est qu'un dirigeant, ce n'est pas simplement un homme ou une femme qui a eu une idée et qui a trouvé les moyens de mettre de l'argent dans une banque et de faire évoluer des compétences. C'est quelqu'un qui a une vision et surtout une ambition. Et moi, j'aimerais aller re-questionner le dirigeant justement sur le premier point qui est quelle est l'ambition qu'il a aujourd'hui et quel sens il veut donner à cette idée dans un contexte incertain comme celui-ci. Merci Léocadie. Alors Patrick, tu nous as entretenu dans ton intervention avec un fil conducteur sur la notion du risque. Non pas pour faire peur à ceux qui nous écoutent, mais pour voir que l'entrepreneur, il est à risque, il est en risque, il est gestionnaire de risque. Quels sont les 2 points sur lesquels tu voudrais insister pour que nous soyons outillés et que nous comprenions pour que nous pouvons avancer malgré l'ensemble de ces risques?
Alors, effectivement, le but n'est pas de faire peur, mais un dirigeant d'entreprise, c'est quelqu'un qui doit prévoir. Donc, moi, je suis plus dans cette notion de prévision, d'anticipation du risque. Et un conseil que je donnerais, qui est tiré de ma propre expérience, c'est de dire tout simplement à nos chefs d'entreprise qui sont là, de penser à préparer les mauvais jours lorsqu'il fait beau. Alors, on est tous touchés aujourd'hui, donc à des degrés différents, mais toutes les entreprises sont plus ou moins touchées. Mais l'expérience montre qu'on ne prête qu'aux riches. Donc, dès qu'on va tous sortir de cette crise, et on va s'en sortir à un moment donné, lorsque ça ira mieux, ce sera le temps aux chefs d'entreprise de prévoir plusieurs choses, prévoir ce qu'ils n'ont pas prévu avant et ce qu'ils ont raté pendant cette crise. Prévoir d'aller voir son banquier pour avoir une autorisation de découvert. Parce que lorsqu'on va avoir un banquier, lorsque ça ne va pas, il ne prête pas de l'argent. Il n'aide pas lorsqu'on n'est pas bien. Il aide seulement lorsqu'on est en capacité de pouvoir rembourser. Donc, il faut juste prévoir. Donc, prévoir, au moment où ça ne va pas, commencer à réfléchir à comment on prévoit. Prévoir sa couverture de santé lorsque ça ira mieux. Prévoir sa couverture retraite. Prévoir. Donc, s'il y a un mot de fin que moi je dirais qui est plus dans la prévision que dans la crainte du lendemain, c'est dès que ça finit, prévoyez. Voilà. Merci Patrick. Alors Mariam Fall, tu es expert comptable, tu es la patronne de G&G et tu es l'initiatrice donc de ces temps de discussion que nous avons. Je voudrais que, dans la conclusion, tu nous dises les 2 ou 3 points sur lesquels tu voudrais insister par rapport au statut du chef d'entreprise, les incidences aujourd'hui, et en concluant surtout, je voudrais que tu puisses nous réinviter vers les masterclass que tu organises au niveau de G&G, parce que ce serait le réservoir dans lequel tout ce que nous avons dit aujourd'hui, les gens pourraient en tout cas être outillés, pourraient se former. Donc, tu as la parole, Mariam. Merci, Kag. Alors, je vais dans le même sens que mes copanélistes. Le chef d'entreprise, le dirigeant, a un rôle éminent dans le développement d'une entreprise. Son rôle est de piloter l'entreprise. Pour piloter l'entreprise, il faut avoir non seulement le mindset, comme nous l'a dit Léo Kadi, le growth mindset, donc le mindset pour la croissance. Il faut anticiper, il faut prévoir, il faut s'organiser, il faut gérer l'humain. Et surtout, mais pour pouvoir faire tout ça, il faut travailler sur soi-même, travailler sur son savoir-être et sur son savoir-faire. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons effectivement organisé et que nous continuons d'organiser des masterclass chaque samedi pour échanger avec les entrepreneurs sur différentes thématiques, des thématiques liées à leur propre style de management, de communication, de leadership, mais aussi des thématiques liées à la manière dont ils gèrent leur entreprise, que ça porte sur leur business model, sur la manière dont ils managent, dont ils délèguent et dont ils motivent leurs équipes, ou encore sur de la performance commerciale. Et il est extrêmement important, surtout dans cette période de Covid, de rester tourné vers l'avenir, de ne pas se morfondre et de se battre pour aller de l'avant. Parce que il n'y a que comme ça que nous allons arriver à atteindre nos objectifs. Donc, pour revenir là-dessus, les conseils, c'est surtout vraiment garder le bon état d'esprit, continuer de se former, de s'entourer des personnes ressources qui pourront permettre à l'entrepreneur d'avancer. Toujours bien réfléchir à sa stratégie et privilégier d'avoir vraiment une identité forte de son entreprise. C'est ce qui permettra de mettre en musique tout le reste et d'avoir de belles performances aujourd'hui et demain. Merci Mariam, merci donc pour ces mots conclusifs. Nous arrivons à la fin donc de cette conférence sur le sujet du chef d'entreprise et la question du management. Et vous avez exploré plusieurs champs et je ne suis pas
inquiet que ceux qui nous suivent et qui vont réécouter cette conférence vont être édifiés afin que chacun puisse voir que le rôle de l'entrepreneur est un rôle important. C'est l'humain qui est au cœur. Si on peut résumer, c'est vraiment l'humain. C'est un travail qui vient de l'humain pour l'humain. Et autour de ça, on construit toutes les compétences techniques, juridiques et autres. Merci pour votre participation. Merci pour votre implication. Notre idée, c'est que ça puisse progresser, que partout, les uns les autres continuent à se former pour optimiser le travail, création de la valeur et qu'on puisse mettre davantage de jeunes à l'emploi aussi, que les entreprises puissent prospérer. Merci pour votre participation. Je souhaite, pour finir, remercier toutes les mains qui ont participé à l'organisation, les partenaires ici présents, et les intervenants, bien évidemment, Léocadie, Alioune, Patrick, Mariam, sans oublier donc toute l'équipe de GNG avec Mariam qui a pensé et structuré cette organisation, toute l'équipe de Global Mind Consulting, SHCO, Zena, Dia, et Bintou et tous les membres de l'équipe qui ont travaillé dessus. Merci pour cette implication. Vous pouvez continuer à voir ces informations sur les pages Facebook de GNG et de Global Mind Consulting. Merci pour votre participation et n'oubliez pas, continuez à vous protéger, le masque, les distanciations sociales et nous le répétons, le masque ne se met pas sous le cou, mais c'est sur le nez et sur la bouche. Soyez des modèles pour que nous puissions continuer à nous édifier. Merci encore à toutes et à tous et au revoir chez vous. Au revoir.